Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de Détente et Réflexion. Je suis Eve et mon but principal est de vous mettre de bonne humeur. Tout d'abord, je tiens à remercier Brice du podcast Rêve Collectif qui a eu la gentillesse de me prêter son micro afin que ça fasse un peu moins une soufflerie dans vos oreilles. Et maintenant, comme vous avez vu le titre, je ne suis pas seule. Je suis en compagnie de Henri, qui est le premier invité officiel de ce podcast. Extrêmement officiel. Alors, déjà, je me demandais, votre prénom, c'est Henry ou avec un Y ou... Non, c'est un Henri comme Riri, c'est un Henri avec un I. Bon, très bien, parce que Voilà. il faut bien que je sache comment C'est nommer... très important de savoir s'il y a un Y ou pas. Mais oui, si je mets le mauvais titre à Non, mon podcast... ce I n'est pas grec, n'a rien de grec. C'est un I français, du nord de la France. Oui. Du Nord, parce que vous êtes né... Mon père, qui portait le même prénom que moi. Oh, attendez. Non, ça va, ça va. J'entendais un téléphone, mais c'est pas pour moi. C'est le plombier. C'est le plombier. Et donc, bah oui, non, je m'appelle Henri, comme mon papa, qui lui était du Nord. Alors, Ah bon, mais il vous a nommé comme lui? Ah oui, bah c'est Il a eu un manque d'inspiration. Un peu, mais bon, il y a des familles comme ça où on donne à son fils le nom du père, et puis voilà. J'étais le dernier né de la famille aussi, alors bon, il manquait d'inspiration. Voilà. Bon, et si ce n'est pas indiscret, quel âge avez-vous? Il n'y a pas de questions indiscrètes, il n'y a que les réponses qui le soient. Mais je suis né en 1947. Ah d'accord, vous avez un an de moins que ma mamie Colette. Je suis très honoré, mais... Donc je lui dois le respect, de toute façon. Vous lui devez le respect, je exactement. Je lui voue le plus grand respect, absolument. On va commencer maintenant par juste, vous allez enfin si vous le voulez bien, me décrire un peu parce que... Non, déjà je vais raconter notre rencontre. Oui. Parce que bon, il faut quand même... Et je vais la raconter et vous allez me dire si vous l'avez perçue comme ça et après vous direz votre version de la rencontre. Oui. Alors, c'était un vendredi soir, en fin d'après-midi, et j'étais dans le Carrefour. Carrefour étant un magasin, pas le Carrefour de Pigalle, pas la rue, c'était un Carrefour. D'accord. Ouais. Ouais. Et j'étais au téléphone avec mon ami Simon. Et là, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui dit « Alors, c'est du gel douche ?» Et moi, je le regarde et c'était pas du tout du gel douche. Je lui dis « Bah non, c'est du shampoing. » Non, je me trompe déjà. Vous me demandiez si c'était du shampoing et c'était du gel douche. Et du coup, j'ai dit « Bah non, c'est du gel douche. » Et après, il y avait 36 000 sortes de gel douche. C'était un peu drôle. Donc après, on a enfin trouvé les shampoings et je vous ai conseillé de prendre un shampoing reflet jaune. Oui, déjaunissant. Et d'ailleurs, est-ce que ça a fonctionné? Je ne l'ai pas encore essayé. Ah bah alors... Non pas que je me sois pas lavé les cheveux, mais j'ai utilisé des vieilles bouteilles. Je termine les vieilles bouteilles. Bon, vous avez raison. Mais je ne doute pas de l'effet éblouissant qu'aura ce shampoing. Mais moi, j'ai un peu peur que vous ayez les cheveux violets après, mais bon. Si j'ai des cheveux violets, je me permettrai de vous en faire la remarque. Je vous le signale. Mais enfin, bon, sinon j'aurais sûrement un certain succès dans le quartier. Il ne faut pas désespérer. Alors, à tout âge, on peut finalement devenir une star. Une star, voilà. La star du boulevard Rochechouart. Allez, allons-y, continuons. Bah en fait, et après, je vous ai donné ça et j'avais laissé en fait mon caddie avec mon sac. Oui. Voilà. Oui, alors. 5 minutes later. Si elle a un problème résolu. Ah bah parfait. Bon, allez, reprenons nos débats. Reprenons nos débats. Oui. Juste, du coup, je racontais la rencontre et du coup, après, je vous ai... donc, je suis allée retrouver mon sac perdu au beau milieu du supermarché parce que je me suis dit quand même, si quelqu'un le prend, je me suis mal. C'est vrai. Et cet après-midi-là, j'ai d'ailleurs perdu un porte-monnaie. Bon. Ah bon? Oui. C'est peut-être moi qui vous l'ai pris. Hein. Oui, je me suis demandé. Mais bon, je pensais que vous alliez me le rapporter aujourd'hui, mais je sens que vous ne voulez pas. Bon, n'en parlons plus. N'en parlons plus.
Ouais. Il vous plaît ce porte-monnaie? Bon, il est à vous. Allez, n'en parle pas. Oui. Et du coup, j'ai demandé à mon ami Simon, Simon, c'est enfin la personne qu'il me faut pour mon podcast et tout, il faut absolument que je lui parle. Il me dit, oh, mais t'inquiète, tu trouveras bien quelque chose le jour où tu le feras. Et j'étais là, oh, non, j'y vais. Je raccroche, et du coup, je vais vous retrouver dans un rayon. Ouais. Là, vous me regardez, vous me dites, alors ça, c'est de la ratatouille. Je dis, C'est vrai. Nous avions une conversation quand même d'un certain niveau. Ouais. j'ai dit, bah Ouais. oui, c'est de la ratatouille. Ouais. Et après, je perds ma voix. Et après, je vous ai expliqué en 2-3 mots le concept de mon podcast qui n'avait pas encore vu le jour. À l'époque, c'était juste dans ma tête. Et... C'était pas encore un concept, c'était une idée. Oui, plutôt. D'accord. Et en fait, c'est grâce à vous, finalement, que je me suis lancée aussi rapidement. Parce que du coup, j'ai pris votre contact et je me suis dit, bah, je vais pas le faire attendre pendant des mois. Enfin, faut que je me lance, quoi. Donc, je me suis lancée et me voilà. Et même, vous m'aviez dit quelque chose de très drôle. Parce que je vous ai dit, bon, bah, enfin, voilà, du coup, j'aimerais rester en contact avec vous pour mon podcast. Et vous m'avez dit, ouais, vous voulez mon numéro, quoi. Oui, c'était logique. C'était le... Non, mais je ne le prenais, c'était sans aucune ambiguïté. Oui, oui. Très bien. Et donc, effectivement, vous avez eu mon numéro. Vous l'avez eu, bravo. En plus du porte-monnaie. En plus du porte-monnaie. Non, c'était une bonne après-midi pour vous. Bon. Du coup, comment vous l'avez perçu, vous, la rencontre? Oh, je me suis pas posé énormément de questions. Je me suis dit, bon, oui, cette jeune fille a l'air de savoir ce qu'elle veut. Bon, elle m'a trouvé pas trop débile apparemment, puisque digne d'interview. Et puis, Digne d'interview. et puis après, non. Après, je me suis dit, non. Elle va quand même pas faire croire que je l'ai violée histoire de faire un procès. Il n'y a aucune raison de faire un procès puisque je n'ai pas de quoi payer. Donc non, il n'y a aucun problème. Allons-y, on va voir. Non, je me suis dit que j'allais faire quelque chose que je n'avais jamais fait. Et bah comme moi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut jamais faire une chose pour la première fois, mais il y a des exceptions. Quand même. La preuve. Ravi d'être une exception. Voilà, donc on va faire ça pour la première fois. Alors, bah, pour apprendre un peu à vous connaître, est-ce que parce que du coup, lors de notre entrevue dans ce carrefour qui est un magasin, Ouais. vous m'avez dit que vous avez exercé plusieurs professions. Ouais. Et alors, lesquelles? Et est-ce qu'il y en a une dont vous aimeriez parler Oh, je sais pas, non, vous allez choisir. Vous savez, j'ai commencé comme prof. Bon, j'ai commencé comme prof de philo. Mais j'ai jamais enseigné la philo. Parce que je me suis retrouvé très vite... bah oui, quand j'ai eu mon CAPES, là, il fallait faire une liste à l'époque de 36 vœux. Je me suis rendu compte, 36 vœux. Ouais. Ça veut dire n'importe où. Être nommé dans des endroits où j'avais aucune envie d'aller. Alors, Romorantin, je voulais pas. C'est sûrement très bien, mais il n'y avait pas de raison. J'avais pas envie non plus d'être à Villeneuve-sur-Ascq. Bon, bref, j'avais pas envie. Alors, j'ai pris sur papier libre, j'ai écrit sur une lettre à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. J'ai dit, écoutez, Monsieur le ministre, si je suis nommé en France, je préférerais enseigner dans une école normale, et sinon, n'importe où hors de France, merci Monsieur le ministre. Et j'ai été nommé à l'école normale de Fort-de-France, Martinique. Ah ouais? C'était pas mal réussi. C'était pas hors de France, enfin, c'était hors de la métropole. Et puis après, au bout de 7 ans, quand même, j'avais fait le tour de l'île. C'est pas si grand que ça, la Martinique. J'avais fait le tour de l'île et... Bon, pas tout à fait le tour de la question, mais enfin... Mais le tour de ma réponse, qui était que je devais absolument m'enfuir, parce que sinon, il n'y avait pas de raison. Et donc, la seule solution que j'avais... Parce qu'à ce moment-là, j'ai eu une proposition de poste c'était du côté de Roubaix, Tourcoing, dans un lycée, le lycée Jules Lebleu à Armentières, lycée technique. Bon, j'ai rien contre les lycées techniques, j'ai rien contre Armentières, je n'ai rien contre Jules Lebleu. Vous connaissez Jules Lebleu? Non. Moi non plus. Et je me suis dit que ça n'allait... Non. Alors du coup, j'ai passé un concours pour devenir inspecteur de l'éducation nationale.
Ah ouais. Oui, Bah pourquoi pas. pourquoi pas. Il faut bien des gens qui inspectent. Et je le suis devenu. Ah bon. Voilà. Alors là, je me suis formé, puis après, j'ai inspecté donc en banlieue parisienne, à Argenteuil et compagnie, et j'avais une circonscription entièrement d'école maternelle. Ouais. J'étais inspectrice d'école maternelle. J'étais inspectrice parce qu'à l'époque, il n'y avait que des inspectrices. Il n'y avait que des femmes qui inspectaient les écoles maternelles, et moi. Il y avait des femmes et moi. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Puis après, de nouveau, je me suis un peu ennuyé. Alors j'ai demandé à partir et je me suis retrouvé à Tahiti. Mais c'est dingue. Voilà. Alors j'ai fait ça à Tahiti pendant 4 ans. Je crois que j'avais l'école la plus au sud de toutes les écoles françaises, puisque c'était dans l'île de Rapa, qui est très très au sud. Et donc j'allais en bateau inspecter les écoles. Mais quelle vie. C'était assez sympa, oui. Puis Tahiti, c'est quand même... Bon, c'est un beau cadre, hein. On peut pas dire le contraire. J'avais une belle circonscription, comme on dit dans le métier. Non, c'était pas mal. Et puis, au bout de 4 ans, qu'est-ce que vous voulez, je me suis ennuyé, comme d'habitude, et donc j'ai décidé de partir. Alors, je devais rejoindre la France, et j'avais décidé de rejoindre la France par l'océan Indien, quoi, en prenant un voyage un peu long. Et puis là, j'avais rendez-vous avec une amie à Ceylan. Et puis peu de temps avant, je reçois un coup de téléphone. Je dis, bon, alors on se voit toujours à Colombo. Non, on ne se voit pas à Colombo parce qu'il y a la guerre civile. Je ne sais pas si tu es au courant. Ah oui, j'avais oublié. Il y a la guerre civile à Ceylan. Oui, c'est embêtant. Donc on n'ira pas là. Et puis deuxièmement, j'ai reçu, je ne sais pas si c'était un télégramme, ou, il n'y avait pas de mail encore à l'époque, me disant qu'on te propose un poste au Vietnam. Je dis, bon, dans ce cas-là, en effet, je ne débarque pas à Ceylan. Je prends l'avion le plus rapide et je suis rentré à Paris pour faire les démarches nécessaires. Et là, j'ai pris un poste à Hanoï, Vietnam. La capitale. Voilà. Au Vietnam, où j'étais ACLE, c'est-à-dire attaché de coopération linguistique et éducative, tout ça. Bref, je m'occupais de la diffusion du français au Vietnam, en gros, pour résumer. Alors, je suis resté 6 ans quand même là-bas. Ça m'avait bien plu. Je suis resté... en même temps, moi j'ai une petite idée de pourquoi vous êtes resté et pourquoi ça vous a bien plu. Non, mais ok, j'ai rapporté des souvenirs, dont mon conjoint, oui, c'est ça, que j'ai ramené du Vietnam. Mais je l'ai ramené ici. Bon. Et, Kidnapping, voilà. C'est un enlèvement. Non, mais comme il était déjà assez doué en art plastique, il était même à l'école des Beaux-Arts de Hanoï. Ah oui. Et du coup, il est venu en France à ce moment-là. Il a eu une bourse pour continuer ses études, mais à l'école d'art plastique d'Aix. Il est resté en France quelques années et du coup, il y est resté, puisque là, comme moi, j'y restais. Bon. Mais ça ne m'a pas empêché de repartir après. Alors, je suis resté quand même quelques années à Paris. Puis, je suis reparti un jour, toujours inspecté, mais du coup, en Amérique latine. J'étais basé à São Paulo. Et je m'occupais des écoles françaises du cône sud, c'est-à-dire il y avait 6 pays, Brésil, Argentine, Chili, Bolivie, Uruguay, Paraguay, Pérou, quoi. Et donc j'allais d'école en école, ça m'a bien plu aussi, ça c'était tout à fait intéressant. Donc j'ai fait ça quelques années, et après quoi, il me manquait un continent. Alors mon avant-dernier poste, ça a été en Guinée, où j'étais conseiller culturel adjoint. Et j'étais à Conakry, donc pendant 4 ans de nouveau, où là je faisais encore tout autre chose, mais c'est pas grave. Et puis après, il y a eu deux années de retour à Paris, toujours dans le 17e arrondissement, d'ailleurs c'est bizarre cet attachement au 17e arrondissement. Voilà, puis j'ai terminé là, après j'ai estimé que ça allait. Et comme il y avait des menaces pour rallonger la durée de travail, que j'avais 61 ans, je me suis dit que ça suffisait comme ça. Et je me suis mis à la retraite. Et depuis... Qui m'occupe beaucoup. Ah bon? Ouais. Mais vous faites quoi?
Je ne fais rien, mais je le fais avec beaucoup de soin et avec beaucoup d'attention. Du coup, c'est compliqué. Et l'important, c'est pas si on fait rien, mais qu'on le fait bien, ça prend un certain temps. C'est vrai. Donc, voilà ce que je fais depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Oui. Mais voilà le résumé. Mais c'est dingue, du coup, en fait, tous vos voyages, ça a toujours été lié à votre profession, quoi. Vous n'avez pas fait de... J'ai fait quelques voyages, touristiques, oui, si, ça m'est arrivé. Touristiques, c'est-à-dire C'est-à-dire voyager en vacances alors, soit pour aller voir des amis, soit pour aller... déjà, quand j'étais en Martinique, donc pendant 7 ans quand même, toutes mes vacances, pratiquement, j'allais les passer, on dit en Amérique latine, au Mexique, etc. J'allais quand même un peu me promener. Et j'étais complètement fasciné, parce que je n'avais jamais mis les pieds dans un monde réellement différent, avec un contact avec le monde indien, même s'il a été extrêmement colonisé. C'est une ambiance absolument étonnante. Et puis on rencontre des gens, même quand on est en vacances. Et donc j'ai beaucoup voyagé à ce moment-là. J'avais même pris un congé pour aller voir des amis à moi qui étaient en Afghanistan. Donc je suis resté 2 mois à Kaboul, enfin les environs. Ça c'était en 1975-16 par là, juste avant l'invasion russe. Et donc j'ai connu aussi un peu l'Afghanistan, mais là je n'y travaillais pas. Mais enfin j'ai été chez des amis, donc ça me permettait... L'avantage d'être... la différence, quoi. Quand on travaille dans un pays, ça n'a aucune commune mesure avec ce qu'on peut voir dans un pays, même si on y est attentif et si on a travaillé son voyage, ce que j'ai toujours un petit peu fait. Quand on travaille dans un pays, on voit les choses différemment, on voit le pays vraiment. D'abord, on rencontre des gens qui sont des gens réels, si je veux dire, puis on travaille avec eux, et on voit les choses et le pays de l'intérieur, quoi. Alors que quand on est touriste, c'est toujours superficiel. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas le droit de voyager pour avoir des images plein les yeux, et puis... et des sons plein les oreilles, et non, je ne dis pas de mal du voyage en lui-même, mais ça n'a pas du tout la même portée, le même poids, la même... on n'y trouve pas du tout la même chose. Non, mais j'imagine, moi j'espère qu'après là je suis donc 2 ans à Paris, et j'espère qu'après j'aurai l'occasion de travailler à l'étranger pour... justement avoir ce côté de je découvre quelque chose pour de vrai, quoi. Oui. Alors là, moi, je découvre les Parisiens, et après... on peut aussi voyager à Paris, c'est vrai. Le Parisien, oui, c'est un autochtone un peu particulier. Si vous les découvrez, oui, c'est bien de les voir comme des autochtones. Est-ce que vous vous considérez comme Parisien ? Je suis un peu un travailleur émigré, parce que d'abord, je suis né en banlieue, 30 km de Paris. J'ai élu domicile vraiment à Paris quand j'avais 18 ans, quoi. Et après, je suis parti, comme vous le savez, un peu partout, mais j'avais un petit pied-à-terre à Paris, et quand je l'ai acheté, je me suis bien dit que c'était un pied-à-terre. C'était là pour que je puisse revenir quand je voulais, mais que, évidemment, il n'était pas question d'y rester. Il n'était question que d'aller voir ailleurs. Mais ouais, si Paris, c'est quand même ma ville, il ne faut pas exagérer. Ça n'empêche que le Parisien, et à vrai dire, c'est plutôt l'individu de la région parisienne. Mais enfin, il faut prendre cette habitude à Paris que d'abord, on se fait engueuler. Après, on discute. Et on arrive à devenir bons amis. Mais il faut d'abord se faire engueuler. Mais par des gens que vous rencontrez comme ça ? Quand on va... Alors peut-être que maintenant, c'est un peu... même dans des boutiques, dans des machins, les gens ne sont pas aimables a priori. Ah ouais ? Moi, j'ai pas trop cette vision-là. Alors peut-être que ça a changé. Après, une fois que le contact est pris, ça va mieux. Finalement, on arrive quand même à... on y arrive. Mais je crois que c'est lié aussi au fait que, vous savez, dans toutes ces grandes villes, il n'y a pas que Paris. Je connais d'autres grandes villes où c'est pareil. Dans les grandes villes, les gens se croisent et ils n'ont pas le temps de se dire bonjour.
Et ça compte énormément, ça. Bah oui, en même temps, on peut pas dire bonjour à tout le monde, on croise trop de monde. C'est vrai. On me dit bonjour Mais par exemple, dans mon immeuble, Ouais. je prends le soin, enfin, c'est même plus un soin, c'est un réflexe chez moi. Je dis bonjour à tous les gens que je croise dans l'escalier. Ah oui, bah ça, oui. Oui, mais mine de rien, ce n'est pas évident et ça change beaucoup de choses. Parce Mais que, moi, ça, je le... a priori, les gens passent, ils disent pas bonjour. Ah Il y a ouais. même des gens à qui vous dites bonjour et qui répondent pas. Bon, mais soit, c'est leur problème. Mais dire bonjour, ça oblige à entrer en contact, même si c'est superficiel. À entendre, à dire, vous me reconnaissez, je suis un être humain, là, voilà, bon, c'est quand même très très important. Oui, ça, moi, je le fais dans mon immeuble. Et voilà. Ou genre quand j'arrive. Et les gens qui disent jamais bonjour, ils s'enferment, quoi, dans une espèce de bulle qui n'est pas... Vous savez, il y avait un film de Vittorio De Sica, ça vous dit rien, Vittorio De Sica? Bon, allez, une petite panée. Et un très joli film de Vittorio De Sica qui doit dater des années 47-48, par là. Un film italien? Italien. J'aime bien le cinéma. Qui a été ah oui, c'est un très beau film. Il s'appelle comment? Et ça s'appelait Miracle à Milan. Mais je crois que je l'ai vu. Ah, eh bien, Miracle à Milan, ça part d'un truc très simple, d'un type qui décide de dire bonjour, et quand il dit bonjour, il veut dire quelque chose. Il dit pas bonjour comme ça parce qu'il fait pas attention. Il dit bonjour et il pense vraiment bonjour. Ah. Je vous souhaite une bonne journée. Et là, tout le film démarre là-dessus, et finalement, après, il y a un tas de fantaisies, et il est très chouette ce film. Mais c'est cette idée-là. Je dis bonjour, et je le pense, quoi. Je veux dire, c'est pas simplement... Mais en même temps, moi, j'ai remarqué parfois dans la rue, des gens, pas forcément qui me disent bonjour, mais qui me sourient énormément. Et en fait, j'ai pas le temps de leur sourire en retour. Ah oui, mais ça, c'est parce que c'est vous. Mais moi, les gens me sourient pas. Mais du coup, j'ai fait le test et j'ai essayé, moi, de sourire à des gens. Et c'est vrai que on sourit, la personne capte le regard, mais elle a pas forcément le temps de sourire aussi. C'est vrai. Et du coup, Ou alors elle est surprise. Voilà, et du coup, pourquoi il me dit bonjour, lui Il me sourit, non, mais ça va pas, non. Je ne suis pas celle que vous croyez. Mais voilà, il y a toujours ce petit moment. Il y a le risque. Il y a le risque aussi, si vous faites un sourire, de vous faire engueuler. Ça, c'est un peu risqué de faire, quand même. Parce que vous savez qu'il faut se méfier quand même. Ça me rappelle l'histoire de la dame qui parlait si lentement, que quand elle disait « Je ne suis pas celle que vous croyez », eh bien, elle l'était déjà. Bon, j'arrête. Non, vous pouvez supprimer ça de l'enregistrement. Non. C'est une blague idiote. C'est la détente, c'est la détente. Ah oui, c'est pas grave, ça fait détente. Détente. Ah oui, c'est vrai que c'est une détente. Ah non, allez, continuons. Pour la présentation générale, je pense qu'on est... Je vous ai raconté ma vie, alors. Voilà. J'ai plus rien à dire maintenant. Bah du coup, maintenant, je vais un peu voir ce que vous pensez des choses. Ah. Et donc, quelque chose un sujet qui me turlupine, c'est le sujet des nouvelles technologies. Ouais. Et du coup, je voulais savoir comment vous percevez les nouvelles technologies. Donc, par exemple, là, comment vous percevez le fait que j'arrive... j'ai juste mon ordinateur, tout est branché avec mon téléphone, mon truc et tout. Et même vous, en fait, le passage à utiliser tout ça et ce que ça provoque sur les gens, etc. Ah, oui, c'est un vaste sujet. Bon, déjà que vous soyez arrivé avec votre ordinateur, je suis reconnaissant, parce que sinon, si vous étiez arrivé avec une caméra, avec toute une équipe, j'aurais été plus impressionné. Donc, c'est vrai que c'est bien que ça ne tienne pas de place. Deuxièmement, alors j'ai eu comme tous les vieux, je suis un boomer forcément, et donc j'ai eu un petit peu de mal au début. Les vieux ne sont pas forcément je sais pas, mais bon. Et enfin, en tout cas, oui, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à m'y mettre. Je suis pas doué du tout. Et en plus maintenant, comme je vois plus rien, donc je ne me sers plus de l'ordinateur, puisque je peux plus taper sur un clavier. Donc ça, le problème est résolu pour moi. Je n'aurais fait que passer à côté des nouvelles technologies. Enfin, non, oui et non, parce que forcément, aujourd'hui, tout le monde a ça.
Mais du coup, mais ça, vous arrivez à voir votre téléphone, vous arrivez à voir Non, j'ai un robot dessus Ah oui. il s'appelle Siri. Vous voulez que je vous le présente? Ouais. Dis Siri, je vous présente Eve. On va voir ce qu'il répond. À qui? Non, c'est pas grave. C'est pas grave, vous pouvez vous rendormir. Donc, j'ai un robot qui me permet de téléphoner, parce que sans ça, je peux pas faire les numéros. Donc, je lui demande, évidemment, mon compagnon m'aide à faire ma liste de contacts, mais j'ai besoin d'aide, hein, tout seul, j'y arrive pas. Et après, je peux me débrouiller, je peux même avoir un GPS, donc je peux même lui demander où je vais. Enfin, dans les rues de Paris, ça va, je les connais quand même assez par cœur. Et donc ça, évidemment, je m'en sers. Enfin, j'ai pas une passion pour les nouvelles technologies. Bon, alors, la différence, c'est que on téléphone, on joint les gens 10 fois plus vite. Ça, est-ce bien vrai? Parce que 10 fois, quand vous aviez un téléphone fixe, c'était... Oui, c'est vrai que je me rends plus compte maintenant. Comment c'était vraiment. Vous savez, quand j'étais gosse, alors pendant très longtemps, on n'a pas eu le téléphone dans mon village. Là. Mais mon père était contre en plus. Ah bon? Ah oui, je trouvais que c'était. Alors il y avait un téléphone, notre maison était près de l'usine qu'il dirigeait, hein, et il y avait un téléphone à l'usine. Et pour téléphoner, ma mère se déplaçait, elle allait à l'usine pour passer un coup de téléphone. Et quand il y avait quelqu'un qui téléphonait, il disait on va rappeler à telle heure, et il fallait que quelqu'un de la maison se déplace pour être prêt à écouter le téléphone. Et pourquoi il était contre Il trouvait que c'était tout ça, c'était des dépenses inutiles. Bon, on n'avait pas trop d'argent non plus, c'est vrai. Mais quand le téléphone enfin a été installé, vous savez, c'était quand même une époque où il y avait très peu. La télévision commençait à peine. Et je me souviens qu'on allait en 1950 et 52 par là, chez mes grands-parents, qui avaient un peu plus de fric, ils avaient acheté une télévision, et on allait voir la télévision chez eux, une fois tous les 15 jours. Il y avait une seule chaîne à la télévision, avec un seul journal télévisé, bien sûr. Et il y avait une speakerine qui s'appelait Catherine Langer, qui faisait une émission de bridge, je me souviens que c'était ça. Enfin, Speakerine, c'est celle qui annonce les programmes du soir. Qui annonçait les programmes, oui. Ça a disparu. Et c'était, on regardait ça, je n'ai pas émerveillé, mais enfin étonné. Le téléphone aussi, c'était quand même, le téléphone du moins dans les maisons, bon, peut-être que ça s'était répandu un peu plus vite qu'à la maison, mais quand même. Et lorsque le téléphone a été installé, mon père a dit, oui, mais pas de conversation inutile, hein. C'était quand même ça. Bon, d'accord. Et c'était ça, l'ambiance. Donc après, quand tout ça s'est multiplié, on a vu venir. Moi, ça ne m'a pas affolé, mais ça ne m'a pas passionné. Alors aujourd'hui, la seule chose qui tout le monde, on ne croise personne dans la rue qui n'ait pas le nez sur son iPhone en permanence, quoi, quand même. Ça a un avantage sur la période où les jeunes gens, surtout les jeunes gens, se trimballaient avec ce qu'on appelait un transistor à la main, et en mettant à fond toutes les musiques. Il y avait Claude François et machin sur les iPhones, sur les transistors, et les jeunes se baladaient avec ça, et on avait droit évidemment à du Claude François dans plein les oreilles, qu'on le veuille ou non. Là, au moins, c'est la génération Y, c'est ça, parce qu'ils ont deux écouteurs, et puis ça se croise sur le ventre. Donc ça fait, on a appelé ça la génération Y. Ils ont, oui, parce qu'ils ont ça. Alors, et c'est vrai que les gens ont des écouteurs tout le temps. Moi, j'aime pas les écouteurs, ça me fait mal aux oreilles. Mais cela dit, c'est un peu étonnant, quoi. Ils sont toujours le nez dedans. Bon, après tout. L'ennui, c'est qu'après, quand on a quelquefois des repas, si on est avec quelqu'un qui est dans le vent, ou j'ai un petit-fils, par adoption, j'ai un petit-fils, il faut que je lui demande 10 fois avant, est-ce que tu peux laisser ton téléphone, s'il te plaît, pendant qu'on mange? Parce que sinon, même si on est deux, on mange à trois, parce qu'il y a toujours le téléphone en plus. Et on a l'impression que la personne qui est en face n'est pas là, quoi, est toujours ailleurs. Je trouve ça dévalorisant pour moi, parce que
bon, ma conversation n'est pas intéressante, quoi. C'est ça. Il faut absolument que tu sois en permanence en contact avec un vrai extérieur. Mais moi aussi, je suis extérieur. Je suis un mec très extérieur. Moi. Mais enfin bon, cela dit, ce que je pense en général, non, c'est un vaste sujet. Non, mais moi je suis bien d'accord. J'ai Mais... pas de sujet particulier. J'ai pas de. Les nouvelles technologies, c'est là, quoi, point. Mais dire que. Oui, bon, c'est là, mais il faudrait les utiliser peut-être de manière un peu plus raisonnée, quoi. alors Parce dites-moi. que- Non, mais pas forcément vous, mais par exemple l'exemple de votre petit-fils, tout ça, Oui. le pauvre, c'est pas qu'il est pas intéressé par vous, c'est que ben, je le connais pas, mais il a grandi avec ce Ah flot ben, d'informations c'est continues. la folie. Enfin, les applications, elles sont faites pour qu'on soit addict, donc forcément c'est compliqué Ah, après voilà. de Ce sont évidemment des incitations à l'addiction, et il y en a énormément dans cette matière. Mais oui, Et c'est vrai que c'est dangereux. Ça, je pense que c'est et dangereux. je pense que comme Pour les gosses en particulier. comme tout est super rapide sur le téléphone, bah quand on regarde la réalité, c'est pas comme ça, quoi. La réalité, elle est plus lente. Et du coup, forcément qu'on perd l'intérêt parce que ça part pas toutes les 3 secondes comme une vidéo. Donc, enfin, toutes les 3 secondes, j'exagère, mais... donc- Oui, alors c'est ça. Il y a cette rapidité qui est en grande partie illusoire, parce que toutes ces nouvelles qui arrivent à toute vitesse, d'abord elles arrivent à toute vitesse, mais elles sont, au bout d'un moment, elles arrivent tellement vite qu'elles sont extrêmement répétitives, et que quand on ouvre certaines radios, effectivement, on entend 10 fois, il ne faut pas écouter longtemps, parce qu'on entend 10 fois la même chose, ça devient un peu abrutissant. Et puis ça a un effet de désintéressement, c'est-à-dire entendre toute la journée la même chose, finalement, ça donne envie de faire autre chose que d'écouter ce qu'on... Bon, il y a tout un tas, un effet de lassitude, quoi, et d'usure dans cette affaire. Mais en fait, moi je suis étonnée, bah, j'ai fait mon deuxième podcast, justement c'est sur les réseaux sociaux, et j'ai fait part de ma lassitude par rapport à ça, le fait que ce soit effectivement toujours la même chose et que bah, ça apporte rien. Mais j'ai l'impression que quand même l'addiction des personnes à ce genre de contenu, elle est plus forte que cette... Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui sont lassés vraiment. Je sais pas, mais enfin c'est une addiction forte et effectivement dangereuse. Moi je sais que pour le petit garçon dont je vous parle, là, qui l'année dernière entré en 6e, il était parti, je sais pas, par les réseaux de copains, etc., sur cette affaire, et il passait son temps à ça, y compris la nuit. Ce qui fait que le môme, il avait du coup chute des résultats à l'école parce qu'il était complètement endormi quand il arrivait à l'école, pour des raisons aussi bêtes que cela. Et là, il fallait, et même encore ici, quand il est ici, je lui prends avant de dormir. Allez, Bah oui, tu donnes tous tes appareils, c'est comme ça. Bon, il y consent, d'ailleurs, il a compris que c'était quand même raisonnable. Mais je confisque tous les appareils parce que sinon je sais ce qui va se passer, quoi. C'est aussi bête que ça. On peut être de nuit ou de jour, mais pas les deux. Pas les deux. Pas les deux. Et juste pour revenir sur cette histoire de rapidité, j'ai l'impression que dans ce monde, on recherche, on est toujours en recherche constante, que ce soit au milieu professionnel ou non, de rapidité, à ce que les choses se fassent vite, et parce qu'on a du mal aussi à se concentrer sur des trucs, mais aussi parce que bah, comme tout le monde est plus rapide, bah, on se doit de suivre le rythme, quoi. Oui. Mais moi, je me suis demandé, sincèrement, si la recherche de rapidité, est-ce que ça rime vraiment avec la productivité, quoi. Et du coup, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, vous qui avez travaillé déjà. Est-ce que dans votre travail, vous avez quand même réussi sans... après, Oui. tout en étant efficace, mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt... faire pas l'éloge de la lenteur, mais revenir un peu à quelque chose comme ça et pour être plus efficace au final. Je sais pas si c'est une question d'efficacité. La productivité telle qu'elle est pratiquée dans les économies modernes, pas seulement capitalistes, parce que il y a aussi des économies non directement capitalistes, ou capitalistes d'État qui sont toutes complètement orientées sur la productivité. Bon, alors que là-dedans, que dans ce processus-là, l'informatique, l'électronique, les nouvelles technologies occupent une place capitale, c'est
évident. Et à peu près, je vois pas comment on pourrait revenir en arrière. On revient jamais en arrière. Ou alors quand on revient en arrière, ça coûte cher. Donc, non, c'est pas ça. Il n'est pas question de balayer ça. Ça existe et on est bien obligé d'en tenir compte. Cela dit que ça crée des problèmes, y compris dans des suppressions d'emplois et un tas de choses. Bon, ça, on verra ce que l'histoire éponge là-dedans. Ça, ce problème de productivité, je crois qu'il faut différencier productivité et création. Productivité, oui, alors là, je pense que les technologies, oui, elles y contribuent de toute façon. Mais quand il s'agit de parler de créativité, c'est autre chose. Et de création, c'est une autre affaire. Et là, je dirais que oui, il faut un temps pour la lenteur. Parce que je crois que quand on a pratiqué un peu, vous savez, il y a eu un moment, je ne sais pas si ça existe encore, une discipline qu'on appelait la créatique, justement, qui était un peu une étude, on travaillait un peu ça en art plastique. Donc, y compris des techniques qui permettent de développer justement la créativité. Lorsqu'on utilise la rapidité, ça n'est que dans un cadre très très précis, exactement, mais plus pour développer une technique de base qui met à l'aise et qui va permettre après de créer. Mais au moment où on crée vraiment, il y faut le temps et il y faut une certaine lenteur. Je crois que c'est extrêmement important. Je me souviens il y avait un prince florentin qui, lorsqu'on lui avait donné, il devait faire le portrait de sa femme ou de sa bien-aimée. Et il a fait venir plusieurs peintres qui disaient « mais moi je vous fais ce tableau en 10 jours, en 3 jours ». Et il y en a un qui dit « moi je vais mettre au moins 1 mois ou 2 mois ». Et le prince a immédiatement choisi celui-là, celui qui mettrait 2 mois ou 3 mois. Non, je crois que l'idée, elle est... vous voyez, comme je parlais de rapidité, exactement comme quand un violoniste va avoir besoin, s'il veut bien jouer du violon, de faire des tonnes d'exercices, et des tonnes d'exercices qui vont lui permettre justement d'augmenter la rapidité de ses doigts, mais à un point énorme, au point d'une performance. Ça, il va atteindre la performance. Pourquoi ? Mais c'est pas ça qui va lui permettre de bien jouer. Ça va lui permettre simplement d'oublier de bouger chaque doigt l'un après l'autre, d'oublier tout ce détail, parce que ça va venir tout seul. Donc la rapidité lui aura permis une gymnastique qui va le libérer de son... Disons c'est comme les habitudes, quoi. L'habitude, ça permet de se libérer d'un tas de trucs. Si on n'avait pas d'habitude, on passerait son temps à se dire « est-ce que je vais mettre mon doigt là, maintenant, ou est-ce que... » Bon, non. C'est fou, ça allait être ma prochaine question. Quand je me brosse les dents, j'ai pas besoin de me demander à chaque fois comment il faut que je mette la brosse à dents. J'ai l'habitude depuis un certain nombre d'années, c'est une confidence que je vous fais, je me brosse les dents depuis très longtemps, mais ne le dites à personne. Et donc, ça oui, mais c'est pas ça qui va permettre au violoniste de jouer bien le concerto de Brahms ou n'importe quoi. Et c'est un peu la même chose pour toutes ces histoires de rapidité. La rapidité, ça va permettre, oui, effectivement, une certaine agilité, bon, très bien. Mais c'est pas ça qui va permettre, même à la personne que vous avez au bout du fil ou au bout de l'ordinateur, même s'il va très très rapidement, si vous avez une personne qui n'utilise cette rapidité que pour la rapidité, elle ne vous répondra à rien de sensé. En revanche, si c'est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir, rapidement elle aura trouvé l'information, mais elle va la traiter et elle prendra le temps de la traiter. Ok, bon. C'est tout ce que j'ai à dire. C'était non, n'insistez pas, je ne dirai rien de plus. ça m'a aidé parce que moi j'ai un peu un problème, je pense, de pas être assez rapide sur certaines choses ou quoi. Et... cela dit, non, il y a des moments où il vaut mieux être rapide, c'est vrai. Oui. Bon, et du coup, vous avez parlé des habitudes. Ouais. Donc, c'est un tout autre sujet. En fait, je voulais savoir quelles étaient vos routines. Est-ce que vous aviez
des routines dans votre vie. Comment elles ont évolué? Est-ce qu'il y en a que vous avez gardées au cours de vos... depuis 1947? C'est une question extrêmement indiscrète. Oh, vous êtes pas obligé de répondre. Non, la routine. Les routines, vous n'avez pas dit les rustines, vous avez dit les routines. Oui. On est bien d'accord. Parce que des rustines, je ne vous dirai rien sur mes rustines. Mais sur les routines, je ne suce plus mon pouce depuis très longtemps. Je ne sais plus depuis quand, mais ça fait longtemps. En fait, est-ce que vous connaissez la plateforme YouTube? Non. Et bah, c'est une plateforme où il y a de base, c'est des musiques. Et en fait, après, il y a eu toutes sortes de vidéos. Ben, c'est un peu comme sur Spotify, il y a des musiques et après des podcasts. Ben, voilà. Chacun pouvait poster un peu ce qu'il voulait. Et il y a pas mal de vidéos sur les routines d'une personne le matin et le soir, etc. Alors, donnez-moi un exemple, que je comprenne ce que vous voulez dire par routine. Bah, ça peut vouloir dire par plein de exemple, trucs. je me lève à 5h, je fais telle action, machin et tout. Oui. Et savoir comment ça se répète. Mais sauf que le problème sur YouTube, c'est que souvent, ces routines sont un peu parfaites et même les personnes qui les partagent, elles les font pas vraiment. Et aussi, c'est qu'il y a que des routines de personnes qui ont mon âge, enfin, qui ont moins de 30 ans, quoi. Et du coup, je me disais, mais ça m'intéressait de savoir quelle serait la routine, votre routine, si vous en avez une. Je me lave tous les matins. C'est une routine, ça? Bah oui. Ah oui, d'accord. Alors oui. Le matin, je me lève en chantant « Youpi !» Non, c'est pas ça. Il y a... Oui, bah oui. Est-ce qu'il y a des tics là-dedans? D'ailleurs, des tics. C'est un peu aussi la connotation plutôt de... une routine pour réussir sa vie, entre guillemets. Enfin, pour une routine qui vous rend bien et qui améliore votre vie, au final. Oui, je prends le temps de prendre un petit déjeuner qui est un vrai petit déjeuner. C'est quoi? Vous mangez quoi? Très important. Attention, je commence par un jus de fruits. Je mange un fruit. Jus de fruits pressé ou jus de fruits acheté? On va acheter. Ah là là. Oh là là, ça y est. Ah non, si vous commencez à mettre des trucs, ah là, c'est pas écolo. Non. Je vous dis ma routine, après vous en faites ce que vous voulez. Bon, non, je ne vais pas me casser la tête non plus. Bon, donc, un jus de fruits, un vrai fruit, hein, c'est pas un fruit. Un fruit, après je prends un yaourt, avec une biscotte, une tranche de brioche, sur laquelle j'étale de la confiture ou du miel, le tout avec une bonne tasse de thé. Bon, je m'arrête là. En général, ça va. Après, ça va mieux. Voilà. Après, je peux me laver, tout ça. Je regarde, je choisis mon vêtement, pas trop longtemps, mais je choisis quand même. Bon. Après, ma foi, que fais-je? Si j'ai rien d'autre à faire, j'écoute un petit peu. J'écoute beaucoup parce que je ne peux plus lire. Avant, je passais beaucoup de temps à lire, mais comme je ne peux plus, j'ai une DMLA, donc je n'ai pas la possibilité de lire. Alors j'écoute, j'audio-lis. Ou bien il y a des émissions de radio sur France Culture qui ne sont pas trop inintéressantes. Alors je marche dans Paris, je continue à être un marcheur dans Paris, même si je ne vois plus les choses que dans un certain brouillard. Je vois quand même, puis comme Paris je connais assez bien, j'ai une canne blanche mais je ne l'utilise pas parce que je vais trop vite, quoi, je marche trop vite. Alors un mec qui court avec une canne blanche, c'est pas crédible, c'est pas crédible. Donc je prends pas ma canne blanche. Mais je marche assez vite parce que en gros je vois les masses, donc ça va. Ah, pour traverser les clous, ça c'est autre chose. Vous voyez, je dis encore les clous, ça n'existe plus. Mais bon, pour traverser dans les clous, parce qu'il y a quand même des voitures et surtout des vélos et des trottinettes parce que ça c'est vicieux, ils avancent, ils font pas de bruit. Alors ils vous sautent dessus sans prévenir. Non mais bon, là j'avise, comme c'est quelquefois un peu risqué, j'avise une mémé en état de marche quand même, parce qu'il ne faut pas qu'elle tombe en panne au milieu du passage clouté. Et là, je m'en sers lâchement comme bouclier humain. Vous voyez, comme ça, s'il y a une voiture qui fonce, c'est la mémé qui prend à ma place. C'est pas bien, mais enfin bon, je m'en sers quand même comme ça. Mais même si je vois plus tout, il y a quand même des choses que je reconnais bien. Puis je continue à bien aimer les façades. Il y a des façades dans Paris qui sont superbes. Et des façades des années 30 en particulier qui sont remarquables. Alors je ne prends pas de photos, mais c'est pas grave. Je les vois, je les retrouve. Et bon, sinon, routine. Mais et votre problème de vue, il n'y a pas de... Enfin, ça ne peut pas se régler?
Ce n'est pas résolu. Bon, oui, enfin bon, on peut pas, non. Bah non, parce qu'il y a deux sortes de DMLA. Il y a les DMLA dites humides et sèches. Humide, c'est vasculaire. Alors là, on peut faire des piqûres, des injections. Et moi, c'est pas le cas. C'est une autre et c'est uniquement une attrition du tissu. Bon, bah, c'est comme ça. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a pas de remède. Donc, je vis avec ça, ou sans ça. Mais et ça fait longtemps que vous avez ce... Oh, ça s'est déclenché il y a une dizaine d'années à peu près. Ça a commencé doucement, puis voilà. Et c'est de pire en pire ou ça stagne? Ça s'est arrêté là. Un ophtalmo m'a dit oh, rassurez-vous, vous ne serez jamais complètement aveugle. On a toujours besoin d'encouragement. Ouais. Hein, oui, donc non, ça s'est arrêté. Mais enfin bon, il y a des choses que je ne peux pas faire, quoi. C'est tout. Genre voir si c'est du shampoing ou du gel douche. Par exemple, lire, par exemple, quand je fais mes courses, ben je demande. Et dites-moi, est-ce que c'est bien des petits pois, ça? Alors il y a des gens qui disent, bah c'est écrit dessus. Bah oui, c'est écrit dessus, mais si je vous le demande, c'est que je ne peux pas le lire. Ah bon, alors les gens sont compréhensifs en général. Ouais. Ah oui, oui. Il y en a même qui sont tellement compréhensifs qu'après ils viennent vous interviewer. Mais non, bah oui, je demande, hein, je demande de l'aide, hein, après tout. Il faut bien faire partie. Ben, c'est une manière de vivre avec les autres, après tout, de demander de l'aide. Vous savez, les Saint-Simoniens, les Saint-Simoniens, ils se faisaient faire des vêtements qui se boutonnaient dans le dos, pas devant. Pourquoi? Parce que ça les obligeait à demander à leurs frères de les aider à s'habiller. C'était un principe Saint-Simonien. Il faut toujours avoir besoin de l'autre. C'est fou. Ils disaient ça, les Saint-Simoniens. Il n'y a plus de Saint-Simoniens. Et d'ailleurs, tous les vêtements s'habillent. On a remis les boutons devant. Il y a tellement peu de Saint-Simoniens que plus personne... En plus, si on habite tout seul, on fait comment avec des boutons derrière? Ah, c'est difficile. Non, c'est pour ça qu'il faut, justement... Pour les Saint-Simoniens, il ne fallait pas habiter tout seul. Ouais, bah ma maman, elle aime bien quand elle a fait un AVC, du coup, elle a un bras paralysé. Et du coup, elle en a plein des robes qui se ferment par le dos et elle est comme ça. Alors il y avait un système avec... oui, quand c'est une fermeture éclair, on pouvait tirer avec une ficelle. Oh là. On accroche la ficelle à la... Comment s'appelle cette partie de la fermeture éclair? Au bout de la fermeture. Au bout de la fermeture, quoi. Et après, on l'attache, on prend la ficelle et hop, on tire et ça remonte là. Mais faut que je le dise à mes parents, ça. Il faut mettre une petite ficelle à l'anneau là, qui est au bout de la fermeture éclair. Parce que je sais que, bon, vous dites les Saint-Simoniens qui demandent de l'aide, mais je sais que ma mère, elle aime pas demander de l'aide. Mais oui, non, mais pourtant, elle est obligée. Quand je vous cite les Saint-Simoniens, c'est parce que justement, c'était un principe. Il faut apprendre à demander de l'aide. Bah voilà. Faut pas, maman, j'espère que tu écoutes ce podcast. Écoute Henri. Elle va se reconvertir au Saint-Simonisme. Enfin, c'est plus à la mode. Bon, enfin, tant pis. Ouais. Bon, très bien. Du coup, voilà, les routines. Bah oui, il y a sûrement plein d'autres routines, mais je m'en rends même pas compte. Le soir. Je m'en rends pas compte. Je prends un whisky, hein. Non. Est-ce que c'est une routine? Mais pour de vrai? Bah, pour de vrai, je prends pas un whisky pour de faux. Un vrai whisky. C'est interdit de prendre du whisky? Non. Bon alors. Ça me fait penser au Capitaine Haddock. Oui, un peu. Un peu. Bon. Très bien. Bah alors là, une question un peu générale, mais un peu bateau aussi peut-être. C'est est-ce que vous auriez un conseil à me donner et à donner aux auditeurs sur la manière de vivre la vie? Enfin, un truc au cours de vos années de vie qui vous a marqué et vous dites, ah tiens, les gens devraient vivre plus comme ça. J'ai pas de leçon à donner, moi. Ni de conseils. C'est pas vraiment une leçon à donner, il faut plus le prendre comme vous, qu'est-ce qui vous a aidé dans votre vie de penser ou d'agir, comment? Bon après du coup là on a un peu dit sourire aux autres finalement. Mais bon. Oui, mais il y a... Oui, ce qui m'a vraiment aidé, c'était peut-être quand j'ai eu des coups durs, c'était peut-être de me dire que c'est passé. C'est passé. Ouais, c'est passé, du coup ça n'existe plus. C'est passé, ça n'existe plus. Je crois que ça c'était important. Et la deuxième chose, ça a été pour moi, lorsque j'ai complètement perdu la foi,
connu il y a un certain temps. Parce que de base, vous étiez. Ah bah oui, je catholique. suis né dans un milieu catholique. J'étais enfant de cœur, j'étais bon, bref. Oh là là. Ah bah oui, tout ça à mon village. Mm. Même à un moment, quand j'avais 5 ans, je rêvais d'être cuisinier. Quand j'avais 10 ans, je rêvais d'être curé. Et puis après, je suis devenu inspecteur de l'éducation nationale. C'est un peu les deux. C'est un côté curé, puis un côté cuisinier aussi. Enfin bon, ça c'est une parenthèse. Ouais, et donc je vous disais quand il y avait si, ça m'a aidé ça parce que il n'y a pas de vie au-delà. Mm. Non, très probablement pas. Bon, Dieu, ça n'existe très probablement. C'est très improbable que quelque chose existe qui ressemble à ça. Bon. Et bah, quand c'est fini, ce sera fini, ce sera fini. Ce qui est passé, et quand la vie sera finie, bah, c'est fini. Et tout ça, moi, ça me donne une certaine sérénité. Je peux comprendre, ouais. C'est-à-dire, bon, bah, tant que c'est bien maintenant, allons-y. Cela dit, attendez, tant que c'est bien, il ne s'agit pas de marcher sur la tête des gens. Ça n'a aucun rapport justement avec le fait qu'il dit ou pas, le fait de se comporter correctement. Le rapport à l'autre, il n'y a pas de conseil à donner sur les rapports à l'autre, parce que chacun fait comme il peut. Que ça peut être extrêmement heureux, délirant de bonheur, ou craquer de partout, et se dire peut-être que autant avoir un préjugé favorable. On verra bien si on est déçu. Ouais, c'est ça. Évitons les préjugés défavorables. Parce qu'en général, si on a des préjugés favorables, bon, on peut être déçu. Ça peut arriver, on prend une claque. Bon. Mais si on a des préjugés défavorables, on ne sera pas déçu, mais on sera toujours mal, quoi. Mais ça, c'est vrai. Mais bon, un individu que vous ne connaissez pas, si vous avez a priori l'idée que ah merde, bah oui, mais il est trop noir pour être. Vous n'obtiendrez rien, et pour vous non plus là-dedans. C'est-à-dire que vous serez complètement aigri dès le départ. Ben oui, c'est-à-dire non, c'est pas possible. Je peux pas avoir confiance. Ça n'est pas d'être trop naïf, mais si vous êtes dans la défiance permanente, alors vous êtes tout seul, quoi. Non, mais c'est vrai. Et même de s'imaginer des choses, c'est... Moi, je sais il y a quelques mois, je m'étais fait quitter, et j'imaginais des choses horribles. Ah, il doit faire ça, il doit faire ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Il est revenu comme une fleur, et c'était vraiment l'inverse de ce que j'imaginais. Et pendant un mois, j'ai été au plus bas. Alors que c'était même pas ça. Et du coup, ça sert à quoi de vivre en étant mal alors, enfin, on peut pas savoir. Exactement. Vous savez, Spinoza a écrit quelque part, dans l'Éthique, que le regret et le remords sont des passions tristes. C'est-à-dire, pour lui, ça sert à rien. Alors, quand j'ai lu ça pour la première fois, je dis quand même, exagère, les regrets, les remords. Et puis, je me suis dit qu'il avait raison. C'est-à-dire, si vous avez fait quelque chose de mal, de deux choses l'une, ou bien vous pouvez réparer, alors vous réparez. Vous essayez de guérir le mal que vous avez provoqué. Bon. Si vous ne pouvez pas réparer, si vous ne pouvez rien changer au fait que ça a eu lieu, alors ça sert à quoi de se ronger pendant des siècles en disant aïe, ce jour-là, j'aurais pas dû le faire. Certes. Un instant. Comment un instant Siri qui se réveille. C'est Siri qui se réveille. Mais quoi, un instant? Je t'ai rien dit. Bon. C'est vrai, ça. Ça suffit. Ça suffit. Bon, si les robots maintenant se mêlent de la conversation, on n'en sortira pas. Bon, bref. Et donc, je crois qu'il a raison. C'est passé, c'est passé. Ou bien, je peux réparer. Dans ce cas-là, il faut le faire. Absolument. Si je ne peux pas réparer, qu'est-ce que je peux faire? Je peux éventuellement réparer, ça peut être aussi aller m'excuser. C'est des choses qui... C'est important, les excuses. Bien sûr. Mais sinon, si je ne peux pas le faire, si la personne à qui j'ai eu à l'égard de qui j'ai eu un mauvais comportement est à l'autre bout du monde ou qu'elle est morte, ça sert à quoi de continuer à me désoler? C'est pas la peine. Pensons à vivre positivement, c'est-à-dire
Justement, en m'ouvrant aux autres qui sont bien vivants, quoi. Ouais. Ouais, mais Parce que c'est peut-être ça, une manière de réparer aussi, si je peux pas le faire, c'est d'être utile à des personnes vivantes, actuelles. Bon, c'est tout, hein. Oui, je vous dis que je veux pas donner de conseils, puis j'arrête pas. Mais je me souviens, c'était Clotilde de Vaux, qui était la maîtresse d'Auguste Comte, qui avait un précepte excellent qui disait « Il faut modeler l'intérieur sur l'extérieur ». Alors ça veut dire, quand je sors le matin, c'est encore des routines, je m'habille, je me lave, je m'habille, j'essaie, et même je me regarde dans le miroir, même avant de sortir, pour voir si je suis présentable. Et si on faisait la même chose à l'intérieur de soi-même, c'est-à-dire, est-ce que je suis présentable à l'intérieur? C'est-à-dire, est-ce que, en gros, j'ai l'esprit à peu près clair? Est-ce que j'ai rien à me reprocher là pour le moment? Est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire? Ça va. Je suis aussi propre à l'intérieur. Je suis présentable. De même que face à des gens, je ne vais peut-être pas immédiatement, dès que j'ai une émotion, me mettre à bafouiller ou à me mettre en colère à propos de tout et de n'importe quoi. Je fais un peu attention. Quand je suis devant les autres, je ne me mets pas dans une colère bleue immédiate, pour s'il y en a qui le font. Mais, a priori, j'essaye, si je suis quelqu'un de bon, un citoyen à peu près raisonnable, j'essaye de ne pas me mettre dans des colères folles à propos de n'importe quoi. Bon. Je modèle l'intérieur sur l'extérieur. À l'extérieur, je ne vais pas immédiatement flanquer mon poing dans le nez du mec en face parce qu'il ne m'a pas dit bonjour. Bon, même si je suis dans une grande colère, en disant je vais me dire bonjour. Et bon, eh bien, je ne vais pas le faire. Eh bien, intérieurement, j'essaie de faire la même chose. Est-ce bien la peine que je me mette dans une grande colère pour ce qu'il vient de me dire ou de ne pas me dire, alors que je n'ai pas de raison de se mettre dans cet état-là. Bon. C'est ça, modeler l'intérieur sur l'extérieur. Ouais. Bon. c'est bien. Voilà, quelques conseils. Quelques conseils pour la route. Ouais. Bah c'est bien ça, des conseils sur la vie. Moi j'en ai besoin, parce que souvent je me perds. Ah oui, mais ça arrive. Cela dit, après, il faut se perdre aussi. Pour pouvoir se retrouver. Pour pouvoir se retrouver, bien sûr. Bon, c'est bien. Et alors, vous avez soif? Ah ben, il faut, ben oui, forcément, je parle tout le temps. Non, mais j'ai souvent la gorge sèche, ça c'est une autre affaire. C'est suite à une opération. Oui, c'est une opération qui m'a, enfin une opération, une radiothérapie qui m'a un peu bousillé les glandes salivaires, ce qui fait que je suis obligé de boire. Bon, bah, c'est bien de boire, c'est vital. Ah oui. Non, parce que sinon j'ai la bouche sèche très vite. Ouais, enfin ouais. ça. Bon, c'est bien. Bon. Et du coup, si vous vous sentez à l'aise et tout, est-ce que vous parleriez de votre sexualité? Comment vous avez abordé la chose à l'époque? C'est facile de dire, j'ai Parce que l'impression surtout d'avoir si- toujours su que j'étais homosexuel. Disons que... Parce que quand vous étiez enfant... rétrospectivement, je me souviens, oui, que même à l'école primaire, dans les cours de récréation, j'avais envie de m'approcher de petits garçons comme moi. Ça n'aboutissait à aucun geste particulier, mais j'avais une attirance, c'est évident. Donc j'ai toujours eu une attirance très forte pour... Puis après, ça s'est précisé évidemment à l'adolescence et dans la jeunesse. Mais évidemment, c'était pas agréable, c'était même extrêmement pénible, parce que du moins dans le contexte où on vivait son homosexualité à l'époque, je veux dire dans les années 50, 60 et même jusqu'en 70 par là. Après 68, ça s'est arrangé, enfin ça a changé, mais même c'est difficile. Mais enfin bon, là il fallait se cacher, parce que sinon c'était... Alors peut-être que certains le cachaient moins, avaient plus de courage que je n'en avais. Moi c'était évident que j'avais une peur bleue de me manifester, que ça se voit, et que ça se voit, que ça se dise. Donc évidemment, mes attirances sexuelles, je ne les confie à personne. Avec donc tout ce que ça peut comporter de malaise et de... Bon.
Tout le monde a plus ou moins sa crise d'adolescence, mais là, c'était une crise d'adolescence rentrée, en quelque sorte, parce qu'il fallait en parler à personne, quoi. Je ne pouvais en parler à personne. Vous n'avez même pas des amis ou quoi qui pouvaient... Jusqu'à l'âge de 17-18 ans, peut-être, oui, vers 17 ans, mais non, c'était exclu, quoi. Enfin bon, j'avais trop peur, quoi. Je me souviens que la première fois que j'en ai parlé pour la première fois, je ne sais plus, j'avais 16 ou 17 ans, j'ai dû en parler à une de mes sœurs, très catholique, etc., bien sûr, qui m'a dit, je me souviens, mais c'était pas méchant de sa part, mais quand je lui ai dit ça, elle m'a répondu, pourtant t'es pas vicieux. Et c'était absolument étonnant, quoi. C'est comme si on vous foutait une claque en pleine gueule, quoi. Parce que, évidemment, être homosexuel, c'est forcément être vicieux. C'est ça que ça voulait dire. Pourtant, t'es pas vicieux. Bon, et tout était à peu près de ce style. Bon, alors, après, je vous passe les détails. Mais ça a été... oui, on en prend plein la gueule quand on est pédé. Il n'y a pas à dire. Bon, la première chose qu'on apprend, c'est qu'il y a 90% des mecs qui ne le sont pas. Et donc... Il faut les trouver. Oui, voilà. Et que donc il y a un risque à avouer ce qu'on ressent. Bon, et puis il y a quand même une retenue à ce sujet. Dans le fond des banlieues ou le fond des villages, je ne suis pas sûr que les choses soient si libérales que cela. Bon, heureusement, il y a de moins en moins quand même de ces tentatives de pseudo-traitement, le traitement religieux, bon ouais, passons là-dessus. Pour guérir, quoi. Il y en a de moins en moins, heureusement, enfin, il y en a encore. Et puis il y a encore des centaines et des centaines de pays où c'est passible de répréhension, de prison, voire de mort dans certains pays. Bon. Donc ça reste quand même une position dangereuse que celle de l'homosexualité. Et une fois qu'on assume et qu'on assume de le dire, mais il faut tout de même le dire. Et on entend très bien le discours qui vient très vite, quoi. Bon, j'étais encore, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années là encore. Bon, je l'ai rencontré en mission avec un autre enseignant qui était en mission aussi avec moi en Amérique latine, et qui commence, bien sûr, on se connaissait à peine. Donc, il dit, en gros, maintenant, pour réussir dans la vie, il faut dire que le discours était très bien, pour réussir dans la vie, il faut être juif ou il faut être pédé. Alors, je me suis permis de lui dire, il se trouve que je ne suis pas juif. Alors il a compris. Il dit, oui, enfin bon, c'est pas ce que je voulais dire. Très bien. Il faut mettre des barrières assez vite, parce que sinon la tendance est rapide. Hein. Rapide. Mais bon, cela dit, à part ça, oui, il y en a qui le vivent de manière plus ou moins épanouie, ça. J'ai mis du temps, puis après, voilà. Après, je suis allé jusqu'au bout, et je suis allé, quand on dit jusqu'au bout, je suis mis à vivre ma sexualité sans me cacher, sans être non plus particulièrement, je prends envie de me montrer non plus. Regardez. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça, je le vis tel quel. Et c'est d'ailleurs une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai toujours été très longtemps hostile au mariage. Je suis toujours pas favorable d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit une formule géniale, mais sauf que je me suis marié. J'avais quand même 55 ans. Bah oui, c'est... oui, c'est en 2013, oui. Alors, les amis m'ont dit, et puis dans ma famille aussi, on m'a dit, enfin, t'as toujours été contre le mariage. Il y a deux raisons pour lesquelles je me suis marié. D'abord, parce que mon conjoint, il sera pas à la rue quand je passerai l'arme à gauche, ça compte. De rien. Et deuxièmement, j'ai fait ça pour emmerder la Manif pour tous. Et les cathos intégristes qui ont défilé pendant des jours à brailler un popo, une momo. Ridicule, totalement ridicule.
En plus qu'il y avait un détail qui leur avait échappé, c'est que ce mariage n'est pas religieux, que je sache. Donc si au nom de la religion catholique, vous n'admettez pas le mariage des gays, eh bien ne les mariez pas à l'église, c'est tout. Mais foutez la paix aux gens qui veulent se marier ailleurs, c'est tout. Sinon, moi, je ne suis pas un fanatique du mariage. Mais rien que pour ça, c'est bon. Eh bien, je me marie. C'est bien. Et du coup, pour vous, ce serait quoi de entre guillemets, réussir sa vie? Enfin, parce que vous n'avez pas l'air d'avoir une vision traditionnelle de la réussite au final. Je sais pas ce que ça veut dire. Réussir sa vie, j'en sais rien. Ouais, c'est vrai que c'est un peu... J'en sais rien. Bon, est-ce que si je vous pose la question... Enfin, est-ce que vous estimeriez que vous avez réussi votre vie? Enfin, quand vous regardez, vous dites... Oh. Non. Ah bon? C'est terrible. Non. On peut pas gagner à tous les coups. Ouais. Non, parce que si je me dis, vous savez, quelquefois on joue à ça en société, si tu avais à refaire ta vie, qu'est-ce que tu voudrais faire comme métier? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Si j'avais à refaire ma vie, bon, c'est une question un peu idiote parce que je sais pas, mais si j'avais à refaire ma vie, si j'aurais souhaité peut-être faire des choses ou même une chose à fond. Et j'ai l'impression que dans mon existence, j'ai rien fait à fond. J'ai fait un tas de trucs, mais un peu à moitié. Je suis pas allé jusqu'au bout d'un tas de trucs. Bon, voilà. Donc c'est peut-être ça. Après, c'est parce que... Mais là aussi, ça fait partie des regrets, donc à quoi ça sert? Oui, mais après, de pas faire les choses à fond, c'est aussi une personnalité. Enfin, vous avez... Peut-être. Enfin, comme de pas être... de vouloir changer d'air et tout, quoi. Bah après, Ouais. ça peut être aussi... Non, mais j'aurais peut-être voulu devenir un écrivain, mais bon, ce que j'ai écrit, ça valait pas le coup, quoi. Bon. Et puis j'ai pas eu le temps de finir. Bon. Plus persévérer. J'ai pas eu le temps de finir. Bon, bah maintenant c'est plus possible, n'en parlons plus. Non, mais je comprends ça. Parce que moi, depuis que j'ai arrêté le piano, je sens qu'il me manque quelque chose dans lequel je suis vraiment à fond. Voilà. Enfin, ouais. Moi aussi, j'ai arrêté le violon quand j'avais 15 ans, 14-15 ans. Ah. Bon, crise d'adolescence aussi, bon. Mais j'ai regretté après, bien sûr, c'est idiot, mais bon, trop tard. Il y a des trucs qu'on a, des trucs qu'on n'a pas fait, mais on l'a pas fait. Bon, très très bien. Voilà. C'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Alors, vas-y. J'ai encore des questions. J'aimerais savoir comment, donc peut-être pas avec les jeunes que vous connaissez, comme votre petit-fils ou quoi, parce que vous le connaissez, mais comment vous percevez la, entre guillemets, nouvelle génération, enfin les gens qui ont là entre 15 et 25 ans. Déjà, quel âge vous me donnez? Ah, Ah, quel âge je vous prête? Vous avez quoi? 25 ans? moi. Ouais? Moins. Moins? Ah bon? Ah Vous êtes toute petite alors. Vous êtes encore toute petite? Je sais pas, moi, 20 ans? Presque 21. À 21? Oui, bah oui. Oui, oh, bah, oui. Bon, ouais. Mais du coup, c'est marrant parce que j'imagine que vous me voyez pas trop, enfin, je sais pas. Ah, de loin, non, je vous vois pas, non. Mais là vous arrivez à voir à quoi Oui, je oui, ressemble. mais oui, je vois à quoi vous ressemblez. Bon. Mais vous savez, il y a des jeunes filles qui restent jeunes filles, qui restent Oui. très jeunes de visage longtemps. J'ai beaucoup vécu avec des orientaux et orientales. C'est des gens qui ont un visage très jeune pendant très longtemps. Ok. Mais non, sinon sur comment je vois Et la jeune génération. j'ai pas d'idée parce que Pas de préjugés. j'en connais pas beaucoup non plus. On en revient à tout à l'heure, ne pas penser les choses mal pour pas Oui. se mettre mal. Non. Puis de temps en temps, j'en croise dans les rues, mais bon, quand je vois des jeunes gens qui s'amusent, très bien. Et c'est bien qu'ils s'amusent. L'autre jour, il y en avait un qui m'a... C'était marrant, parce que je sais pas, j'avais une casquette. Et il y avait un jeune à capuchon, là, qui était sur le boulevard Barbès, là, et qui, me voyant, éclate de rire. Mais c'était pas méchant. Je sentais que c'était pas méchant. Ha ha ha. Bon, bien. Je savais pas que j'avais un talent comique aussi. J'ai un talent comique, mais enfin quand je veux, quoi, pas naturellement. En fait. Et alors bon, je lui ai dit bonjour, et il m'a dit bonjour grand-père, ha ha ha. Bon.
Bon, moi, je l'ai pris plutôt bien. J'en ai mouché un, en revanche, il y a quelque temps, là, j'étais rue des Archives, là, bon, encore dans les rues que je connais bien, mais bon, ouais. Et je me suis approché d'un panneau pour me tester, pour voir s'il arrivait quand même encore à lire à peu près le panneau. Et j'entends une voix derrière, un jeune homme visiblement, qui dit « Eh oui, c'est la rue des Archives. Eh oui, on visite Paris, on fait du tourisme. Hein. » Et puis c'est intéressant hein, de voir les rues. Bon, d'accord, alors je me suis retourné, je suis allé voir avec un grand sourire. Il y avait 3 jeunes gens, une fille et 2 garçons, ou 2 filles et un garçon, je sais plus, ils étaient sur un banc. Là. Et bon, je me suis approché. Et je dis, bon, mon petit gars, je vais te moucher. C'est bien gentil. Il avait visiblement le verbe haut. Et elle dit, ah bon, bonjour les enfants, vous êtes en récréation? Alors, oui, vous avez la permission de la maîtresse, bon, très bien. Mais ils avaient quel âge? 22 ans par là, oui. Non, c'était pas des gamins, c'était des jeunes de... j'ai dit, des jeunes hommes, vu votre débit, vous devez être au moins en cagne. Il me dit, comment vous le savez? Alors, comme ça, quoi. J'ai dit, en tout cas, vous avez un talent qui sera très valable en société, c'est que vous avez appris à parler pour ne rien dire. C'est très apprécié dans la société. Et je vous prédis un grand avenir, jeune homme, comme pipelette mondaine. Et je vous souhaite un bon après-midi. Et là, ils l'ont pas mal pris, c'était pas méchant. Bah oui. Mais bon, je vais te fermer ton bec. Non, mais qu'est-ce que c'est? La rue des Archives, ça fait 40 ans que je la fréquente. C'est pas toi qui vas me donner des leçons sur la rue des Archives. Non, mais cela dit, je n'ai aucun préjugé négatif à l'égard de la jeunesse, mais je sais pas, ils vivent. Alors après, j'entends à la radio qu'on dit un tas de trucs sur les jeunes d'aujourd'hui qui, je sais pas quoi, qui ont un autre rapport au travail, peut-être. Je leur donnerai pas tort, parce que le rapport au travail qu'on a eu, c'est pas... ça dit, je connais des jeunes gens plus si jeunes que ça d'ailleurs, qui ont vraiment un rapport au travail tellement difficile qu'ils n'ont toujours pas de boulot, après, alors qu'ils auraient la possibilité d'en avoir. Ça, c'est une autre affaire. Mais c'est pas la jeunesse d'aujourd'hui, c'est des individus qui se retrouvent dans cette... Non, j'ai pas de jugement. Non, j'ai pas de jugement. Vous êtes humble? Non, je suis ignorant, c'est différent. Je sais pas. Mais moi aussi, je pense que je suis un peu ignorante. Mais je pense que vous êtes moins ignorant que ce que je suis ignorante. Ouh, me provoquez pas. Alors, après, bon, j'ai des questions, mais au final, elles sont pas très pertinentes par rapport à ce qu'on a dit. C'était un peu par rapport aux souvenirs, enfin, comment... Parce que, en gros, je trouve que de nos jours, on a tendance à avoir cette volonté de toujours vouloir garder contact avec tout le monde. Et vous, comment vous gérez ce côté de votre vie? Enfin, comment vous gérez le fait de... Parce que j'imagine... Enfin, surtout que vous avez voyagé dans plein de pays et vous avez certainement rencontré plein de personnes, mais vous n'avez pas pu rester en contact. Pas toujours, non. J'ai quelques contacts anciens, mais pas, évidemment, pas énormément. Voilà, et en fait, ça s'est fait un peu naturellement, ça, de garder ou pas contact. Oui, ça se fait selon les gens, mais vous savez, après, quand on se disperse, bon, ma maman disait loin des yeux, loin du cœur. C'est pas forcément vrai, mais enfin, c'est vrai que quand on se disperse, c'est pas seulement une question d'espace, c'est aussi une question de mode de vie. Les gens vivent leur vie, et puis bon... Alors de temps en temps, un coup de téléphone. Non, j'ai quand même quelques amis avec lesquels j'ai des contacts récents. Enfin, contacts, réguliers. Non, je me sens pas isolé. Hein, non, j'ai des amis. Il y a des amitiés mon plus vieil ami, je l'ai connu, et je l'ai connu en 63, vous voyez. 1963, ça fait un bail quand même. Parce que, et par exemple, est-ce que vous auriez aimé avoir les nouvelles technologies pour rester plus facilement en contact avec les personnes de votre vie, ou au final, c'était bien le temps que ça a duré Je l'ai eu en tant que je pouvais envoyer des mails, oui, j'ai même pas mal correspondu par mail. Par mail? Oui. Mais dans les années 60, il n'y avait pas les mails. Ah non, mais pas en 60, dans les années
2000, Oui. quelque chose. Donc j'ai beaucoup utilisé le mail. Maintenant, je peux plus. Il me reste le téléphone, il me reste mon machin, mais enfin, c'est pas. C'est vrai que c'est pas insuffisant, puis les gens ne sont pas toujours au bout du téléphone. C'est un peu insuffisant, c'est vrai. Mais bon, je l'ai pas, le contact, je l'ai pas. Maintenant, c'est vrai que oui, quand j'avais la possibilité d'utiliser le mail, je l'utilisais beaucoup, parce que c'est vrai que c'est quand même bon, c'est bien pratique, on peut se défouler, on peut dire ce qu'on veut, et puis si les gens n'ont pas le temps au bout du fil, ils ont toujours le temps de prendre le message après. Donc non, ça permet. J'aimais bien le mail parce que ça permet de délirer joyeusement sans peser, parce que dans une conversation orale, il y a un moment où quand on déconne trop, on dit bon, la personne en face en a peut-être marre. Tandis que là, si on met par écrit, si elle veut plus lire, elle lit plus, point final. Elle est plus libre, la personne, le destinataire est plus libre que. Ouais, mais par écrit, on capte moins les intentions, enfin, il y a toutes les intonations de voix, tout ça, on comprend pas vraiment ce que la personne veut dire. Ça dépend comment elle écrit. Ouais. Non, mais bon. Non, mais sinon, non, je sais plus quelle était la question d'ailleurs. C'était, est-ce que vous auriez aimé avoir en fait des moyens de rester en contact avec des personnes, par exemple du lycée ou quoi Ah oui, alors non, non, pour rester en contact avec des personnes que j'aime bien et que, bon, oui, mais non, l'amitié oui, l'amicalisme non. Je ne m'inscrirai jamais dans une association d'anciens élèves de ceci ou de cela, parce que ça, non, c'est pas la peine. Ça fait partie c'est de l'ordre du rituel, c'est pas de l'ordre de l'amitié, ça c'est. Non, l'amitié, quand on aime quelqu'un, quand on est en relation d'amitié avec quelqu'un, on s'arrange pour rester en contact avec lui. Oui, c'est vrai. C'est pas la peine d'institutionnaliser ça, non. Non, mais vous avez raison. Je sais pas si j'ai raison, mais. En tout cas, moi, je suis d'accord. Peut-être que les auditeurs ne seront pas d'accord, mais nous, on est d'accord entre nous. Alors, est-ce que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et que vous aimeriez partager ? Quelque chose qui me tient à cœur, j'aimerais partager. Genre, est-ce que vous êtes écologiste caché ? Parler des choses. Je suis pas caché, oui, mais. Quelque chose qui me tient à cœur. On peut en revenir après, peut-être le temps que ça. Oui. Cogite. Oui. Mais parce que je pensais à l'écologie, est-ce que Ah oui. Enfin, c'est pas forcément ça qui tiendra à cœur, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous faites des actions par rapport à ça ? Non, je suis pas très actif là-dessus. Oui, je vote, mais à part ça, je n'ai pas. Non, je regarde parmi les dons que je fais. Je suis pas sûr qu'il y ait une association écologiste là dans l'affaire. C'est quoi, le Secours populaire, ça n'a rien d'écologiste. Amnesty International, ça n'a rien à voir. Non, j'ai rien de. Je conçois la visée écologiste s'impose évidemment comme parmi les priorités. Je suis d'accord. J'essaye de pas faire trop de dégâts. C'est bien. Voilà. Après, est-ce que vous avez des questions à poser qui seront peut-être plus pertinentes que celles que j'ai pu vous poser ? Non. Vous voulez toujours pas de thé ? Si, là. Maintenant vous voulez bien un thé. Là, Allez, on va c'est bientôt 17h. Oui, à 16h27. Non, mais à 17h d'ailleurs, il faudrait aller faire quelques courses, parce que demain j'ai un ami qui débarque, même ce soir, qui va loger ici. Il faut que j'achète de quoi, un peu de Boostify. Non, j'ai pas de questions, je sais pas. Bon, non, mais c'est bien. Hein. J'ai plus de questions. Allez, ça va peut-être venir si j'ai une question qui me revient. Je veux dire, je vais faire chauffer un peu l'eau. Merci d'avoir... Mais vous partez. Il ne faut pas partir, mais si je vais faire du thé. Oui. On conclut. Déjà, je vous concluons. remercie de m'avoir invité chez vous, parce que c'est plus agréable que dans mon petit appart. Et je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions, même si les réponses étaient intéressantes, donc c'est ce qui compte. Finalement, les questions, c'était juste pour vous lancer, même si au final, je sais pas si on y a bien répondu. Ça, je sais pas, vous me mettez quelle note là ? Moi, 9,5.
Bon, sur 20 Sur 10. Ah bon, d'accord, ah, c'est gentil. Juste et le demi-point en moins, c'est parce que vous êtes parti là. Ah, c'est parce que j'étais en train de me lever pour aller faire du thé, d'accord. J'avais un prof qui disait le 20 sur 20 c'est pour Dieu, 19 c'est pour moi. Alors après, pour le reste, donc il ne mettait jamais plus de 18, c'était un principe. Bon. Oh, bah, parfait. Et ben, merci à vous d'avoir participé. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous a fait penser autrement et ça vous a fait voir de belles choses. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux auditeurs ? Aux auditeurs, enlevez vos boules qui est. L'émission est terminée, vous pouvez... Allez, au revoir. Et si vous voulez réagir à nos élucubrations, vous pouvez toujours via mon mail. À bientôt pour un prochain épisode plein de surprises.